Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre invitation à cette table ronde sur les effets de la mondialisation universitaire et le plurilinguisme, sujet au cœur des préoccupations de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat français, commission que j'ai l'honneur de présider. En septembre dernier, le classement des masters dits de management, publié par le Financial Times, a récompensé l'excellence des écoles françaises, notamment celle de l'ESCP Europe, classée première. Cet établissement parisien présente la particularité de proposer un cursus sur 5 campus européens où l'on parle français, anglais, allemand, italien et espagnol. Si je rappelle cette réussite, ce n'est pas par vanité déplacée ou triomphalisme de mauvais aloi, mais d'une part pour contrebalancer l'image biaisée de l'enseignement supérieur français que renvoient certains classements internationaux, comme celui de l'Université de Shanghai ou du Times Higher Education. D'autre part, pour souligner, et c'est le plus important, que l'excellence des formations est parfaitement compatible avec le plurilinguisme. Les divers classements auxquels je faisais allusion à l'instant sont eux-mêmes le symbole de la mondialisation universitaire, qui voit s'affronter sur un marché international établissements d'enseignement supérieur de tous les pays pour attirer et conserver les meilleurs étudiants, professeurs et chercheurs. On ne peut que se féliciter de l'intensification des échanges intellectuels internationaux. C'est un facteur essentiel de progrès et de développement. En elle-même, la mondialisation actuelle n'est que le prolongement d'un mouvement très ancien. Dans l'Antiquité, les écoles de rhétorique et de droit, de Rome et d'Antioche, d'Athènes et d'Alexandrie, en sciences, en philosophie, attiraient les sujets les plus brillants de l'Empire. Il faudrait aussi rappeler les exemples de l'université bouddhique de Nalanda en Inde au 5e siècle, de Bagdad au Xe siècle, ou encore de Paris dès le XIIe siècle, cités où convergèrent des représentants de tous les peuples au sein de leur ère culturelle respective. Le sanskrit, l'arabe, le chinois, le latin, le français, l'allemand ont pendant des siècles véhiculé non seulement littérature et philosophie, mais aussi droit, sciences naturelles, logique et linguistique. Il faut souligner le rôle essentiel qu'ont joué les traductions dans la fertilisation croisée de civilisations qui ne partageaient pas a priori la même vision du monde, même si elles étaient toutes tendues, chacune avec ses moyens propres, vers la recherche de la vérité et de la beauté. Certaines langues méconnues ou d'un faible poids démographique aujourd'hui ont servi de passerelles inattendues. J'en citerai au moins 2. Le syriaque, intermédiaire essentiel entre le savoir grec et le monde arabe. Le néerlandais, artisan de la diffusion des sciences occidentales au Japon dès le XVIIIe siècle, alors même que le pays connaissait encore un régime d'isolement strict. Si le médecin japonais Anaoka Seishu réalise en 1804 la première opération sous anesthésie générale au monde, c'est aussi grâce au traité d'anatomie hollandais dont il s'est imprégné. Le Japon a pu rapidement se moderniser à l'ère Meiji parce que la physique de Newton et la chimie de Lavoisier lui étaient déjà partiellement accessibles grâce à des traductions néerlandaises. Ce qui me paraît frappant dans la mondialisation universitaire actuelle par rapport aux époques antérieures, c'est la tendance à l'unilinguisme généralisé. De plus en plus, l'anglais est adopté non seulement lors de congrès internationaux ou dans des revues prestigieuses pour faciliter l'intercompréhension, mais encore comme langue des études supérieures dans de nombreux pays. Cette évolution est déjà bien engagée en Scandinavie ou à Singapour, mais la France, qui a pourtant posé comme principe que la langue de l'enseignement, c'est une loi, est le français, eh bien la France n'est pas épargnée. Discrètement,
pour ne pas ouvertement contrevenir à la législation qui impose le français comme langue d'enseignement, de nombreux établissements ouvrent des cursus monolingues en anglais. C'est encore le cas récemment du prestigieux Institut d'études politiques de Paris, qui ouvre une nouvelle implantation à Reims. Je comprends l'intérêt individuel d'établissements soumis à la concurrence internationale qui adoptent l'anglais pour se mesurer d'égal à égal avec les universités américaines. Je comprends les intérêts financiers qui motivent cette volonté d'attirer le plus possible d'étudiants étrangers en misant sur l'anglais. Il ne s'agit pas non plus de contester le bien fondé de l'apprentissage de la langue anglaise, qui est devenu un moyen indispensable de communication du monde contemporain. Pour autant, nous devons rester lucides sur les risques d'homogénéisation culturelle générale qu'entraînerait le déclassement irréversible des autres langues dans l'enseignement supérieur et la recherche. Nous ne devons pas non plus en sous-estimer les conséquences politiques et économiques à long terme. Joseph Nye a popularisé le concept de puissance douce, soft power, instrument de politique étrangère, misant sur le rayonnement d'un État plutôt que sur sa force militaire ou financière. Si les moyens sont différents, le but reste le même: renforcer la position d'un État donné dans le système international. D'ailleurs, bien que la théorisation de la puissance douce soit récente, la pratique, elle est ancienne. Lorsque la France de Louis XV, la Prusse de Frédéric II, la Russie de Catherine II rivalisent pour attirer d'Alembert, Diderot, Euler, Maupertuis ou Lagrange pendant le siècle des Lumières, c'est bien pour accroître leur prestige et asseoir leur position de grande puissance. Diffuser sa langue, c'est répandre sa culture, gagner ainsi l'amitié d'autres peuples. Ce peut être aussi un moyen pour faire prévaloir son point de vue sur les affaires du monde et ses normes. L'objectif poursuivi est alors d'habituer peu à peu les autres à aborder les problèmes dans la forme qu'on définit et selon la perspective que l'on choisit. Il n'y a plus qu'un pas à franchir pour faire adopter les solutions en même temps que la grille d'analyse. Par exemple, rédiger un contrat en anglais, ce n'est pas simplement régler une question sémantique, c'est aussi accepter incidemment l'extension du ressort de la common law et des principes qui la régissent. L'inquiétude légitime devant l'hégémonie croissante de l'anglais dans le champ universitaire n'implique pas de céder à la tentation stérile du repli et de l'autarcie. Il s'agit simplement de rappeler que le dialogue interculturel est fécond parce qu'il s'appuie sur des cultures singulières fortes incarnées par des langues propres. Aujourd'hui, en Afrique, en Europe de l'Est, en Amérique latine, au Cambodge, au Vietnam, une poursuite d'études supérieures en France constitue encore une possibilité intéressante et une expérience distincte à l'écart du courant dominant de la culture mondialisée, du mainstream, comme disent certains. Ne leur tournons pas le dos. Que feront-ils lorsque se généraliseront en France même les cursus intégralement dispensés en anglais? Je crains qu'ils ne renoncent à l'intermédiaire devenu inutile du français et des études en France pour accéder directement à la culture, aux écoles et au marché anglo-saxon. Et ce que je dis là pour le français, on en trouverait évidemment l'exemple avec d'autres pays et avec d'autres langues. Pour justifier l'emploi croissant de l'anglais au détriment des autres grandes langues internationales, il est souvent affirmé que les progrès de la science nécessitent l'adoption d'une seule langue de communication. J'ai montré les dangers politiques et économiques que négligeait cette solution. Mais plus profondément, j'aimerais défendre l'idée que la libre circulation des idées n'a pas besoin de l'unilinguisme, qui comporte en revanche des risques d'uniformisation néfastes pour la création et pour la recherche. En effet, des périodes extrêmement fécondes de l'histoire des arts et des sciences ont été marquées par un polycentrisme et un plurilinguisme accentués. Il est intéressant de se pencher sur l'Europe du début du XXe siècle, l'Europe de la Belle Époque, comme on disait, pour voir combien le plurilinguisme n'est pas incompatible avec le progrès scientifique. À la fin du XIXe siècle, l'Angleterre, la France et l'Allemagne transposent leur rivalité politique et économique sur le terrain scientifique
et se disputent les nouveaux élèves venant des pays en cours d'industrialisation, les États-Unis, le Japon, la Russie, l'Inde notamment. Lorsqu'on examine la correspondance très dense des savants de l'époque, on est frappé par le fait que la plupart du temps, chacun s'exprime dans sa propre langue. Un universitaire ou un chercheur français écrivait en français à des collègues allemands, anglais, italiens, qui à leur tour lui répondaient dans leur langue maternelle. Bien évidemment, le pragmatisme poussait à ne pas trop étendre le nombre des langues dans lesquelles on pouvait s'exprimer. Un professeur russe ou hollandais utilisait à l'époque soit le français, soit l'allemand pour se faire comprendre de la communauté savante. Il est extrêmement frappant de constater que le monde universitaire et scientifique de l'époque, pourtant ultra compétitif et prompt à répondre aux mobilisations nationalistes, était fondé sur un plurilinguisme structurel. Pour conclure, il me paraît établi que rien ne justifie l'usage d'un idiome unique dans quelque domaine de l'esprit que ce soit pour faire vivre le plurilinguisme, modèle parfaitement rationnel et viable. Contrairement à ce que certains prétendent un peu facilement, il nous faut retrouver le sens et l'intérêt de la traduction, naguère si vivace. Les nouvelles technologies peuvent y aider. J'ai pu constater avec une délégation du Sénat français qui serait rendue au Canada et aux États-Unis au printemps dernier, les progrès assez impressionnants du traitement automatique des langues et de la reconnaissance vocale. Même si le traducteur humain reste indispensable pour démêler les écheveaux les plus complexes, les nouveaux logiciels permettent de déblayer très rapidement le gros du travail et d'abaisser considérablement le coût des traductions. Il y a quelques années, en imaginant l'Europe future, le linguiste Claude Agege avait proposé que les élèves européens apprennent, en plus de leur langue maternelle, plusieurs autres langues européennes des différentes familles, romanes, germaniques, slaves. Ainsi, chacun s'exprimerait dans sa langue maternelle ou une langue proche, et pourtant tout le monde se comprendrait. C'est une alternative que nous devons garder à l'esprit en considérant que l'attention à l'autre parlant sa langue, tel est le préalable si l'on veut bâtir une solidarité qui est un contenu plus concret que des discours de propagande. Je vous remercie de votre attention.